Je vous l'annonçais, l'Union internationale des journalistes africains a échangé ce jeudi à Conakry avec les acteurs politiques et de la société civile sur la situation socio-politique du pays. L'objectif de cette rencontre, débattre sur les voies et moyens pour une bonne réussite de la transition dans le respect des règles démocratiques. Angéline Bilivogui et Mohamed Lamine Kaba. Ils sont nombreux, les représentants des partis politiques et acteurs de la société civile guinéenne qui ont assisté à cette rencontre d'échange sur les questions liées à la transition. Il s'agit notamment de Faya Milimono du BL, Alouseni Makanera Kake du RPG Arc-en-Ciel, de Ousmane Doré du MND, Sekouya Yabari de l'UFR et Alfred Matos de l'UPG. Ce n'est pas tout. Du côté de la société civile, on note la présence du Dr Dansa Kourouma, président du CNOX. Dans son intervention, Dr Ousmane Kaba, leader du PADES et organisateur de la dite rencontre, estime que le CNRD doit avoir comme rôle principal la réhabilitation de l'économie du pays. La transition n'a pas pour objet de faire le développement économique. Elle n'a pas ce temps. Et ce n'est même pas son rôle. Elle doit faire quand même une bonne politique budgétaire, une bonne politique monétaire. Dr Lansana Faya Milimono, leader du bloc libéral, et Dr Dansa Kourouma, président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, trouve le contraire. La CENI qu'on a expérimentée, c'est une CENI de représentants. On y est parce qu'on représente une entité. Alors, si on met l'accent sur la compétence et l'intégrité, nous allons ouvrir, n'est-ce pas, un concours et on va sélectionner les meilleurs parmi nous. La chose la plus importante est de poser les bases d'une démocratie stable, où les règles d'intangibilité constitutionnelle sont respectées. Pour Alouseni Makanera Kake, ancien ministre et député du régime déchu, le Comité national du Rassemblement pour le développement doit plutôt évaluer la gestion du président Alpha Condé afin de bien faire sa transition pour le bonheur des Guinéens. Moi, je pense, en voulant parler de la transition, on devait avoir la hauteur de vue, de reconnaître ce qui a marché, chercher à savoir ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché. Sur la question de la réussite de la transition dirigée par le CNRD, en sa tête, le colonel Mamadi Doumbouya, les avis sont divers. Si certains estiment que les nouvelles autorités du pays doivent prendre comme l'unique priorité l'organisation d'une élection présidentielle pour passer le pouvoir aux civils, par contre, d'autres misent sur le redressement de l'économie nationale. Lansana Camara, président de l'Union internationale des journalistes africains, est un témoin de l'histoire de la politique guinéenne. Il a eu la chance de côtoyer, sinon de rencontrer, tous les présidents qui se sont succédés à la tête de l'État guinéen. Tous avaient des qualités et des défauts, témoigne-t-il. Sa déception a été grande sur la gestion des affaires par le président renversé le 5 septembre. Alpha Condé, ce qu'il ne savait pas, c'est que dans son entourage, il y avait des gens qui ne partageaient pas du tout son point de vue. Eh oui, la mafia, les cartels de la drogue. En même temps, la mafia internationale politique. Les 10 années de gestion de pouvoir par Alpha Condé, plusieurs dizaines de concitoyens ont été fauchés par les balles des forces de l'ordre. Il leur rend un hommage appuyé. Il faut un monument à leur mémoire en disant que ce sont les martyrs de la République qui se sont battus contre le 3e mandat et qui ont été massacrés pour ça. Il souhaite toute la réussite à la nouvelle équipe conduite par Mamadi Doumbouya. Nous aimerions rencontrer à tout moment le président Mamadou Doumbouya pour lui dire ce que nous disons maintenant et puis lui transmettre nos doléances, nos suggestions. Eh oui, ce n'est pas une transition pour s'éterniser au pouvoir. C'est un débat ouvert aux formations politiques, les professeurs et les étudiants. Le président du PADES salue globalement les premiers pas du CNRD. Moi, je suis satisfait d'abord des gestes symboliques qui ont été posés par le CNRD et le président Doumbouya. On est aussi en train de former un gouvernement de transition qui, à mon avis, comporte des jeunes gens qui sont qualifiés. Je pense surtout qu'il ne faut pas reprocher aux jeunes leur manque d'expérience. Il faut bien commencer quelque part.
vous êtes le sang nouveau du changement. Vous êtes les porteurs de lumière. Vous êtes le sort de la réussite de demain. Et c'est pourquoi vous êtes là. Je remercie les universitaires, particulièrement un jeune par rapport à moi qui s'appelle Dr Ousmane Kaba, qui, avant de faire la politique, a cru d'abord à l'éducation. Tout est dans l'éducation, tout est dans la formation. Je suis fier, ici, dans ce temple du savoir et du progrès, d'initier ce débat avec le docteur Ousmane Kaba et surtout avec les hommes politiques. Les hommes politiques. J'en ai connu. Le premier, c'était d'abord Amilcar Cabral. Lorsque, en 1965, avec Sékou Touré m'a fait venir de l'université d'Abidjan en disant au Paul Boigny, c'est en train de foudroyer mes étudiants, non, si les camarades pas rentrer en Guinée, sinon il sera banni de mon école, il sera fait à sa nationalité guinéenne. Alors que, au Paul Boigny, on l'aime ou pas, était un homme courtois. Il parlait peu, mais il réalisait beaucoup. Et quand il nous a reçus, il m'a toujours dit, soyez d'abord des techniciens, soyez des ingénieurs, soyez des créateurs. Et je vois que vous êtes un jeune étudiant ici, brillant, courtois, et c'est pourquoi j'ai demandé à Bakassa de vous faire venir à Yamoussoukro. Je suis allé donc à Yamoussoukro, au point de Boigny, qui était d'une générosité alors là considérable, m'a donné une enveloppe. Et quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'argent. J'étais même dépassé. Et j'ai dit au professeur Bakassa, après à son âme, qu'au point de Boigny s'est peut-être trompé parce qu'il m'a donné une enveloppe où il y a plein d'argent. Il me dit non, les étudiants en médecine, à l'époque, vous les jeunes, vous avez la chance, vous avez aujourd'hui Internet, vous avez le savoir à votre portée, alors que nous, c'était le calcul mental, c'était la dictée, et rapidement, Dr. Bakala m'a dit, c'est pour ajouter les livres, c'est pour ajouter évidemment le matériel médical. Et alors, quand Sékou Touré a appris ça, c'est la raison pour laquelle il m'a obligé, en 1965, de rentrer en Guinée. Et il a mis tous les étudiants en demeure, en disant, si au plus tard, à la fin du mois de janvier 1965, vous n'êtes pas là, vous serez sanctionné. C'est comme ça que je suis rentré en Guinée, et c'est comme ça qu'on m'a envoyé à l'école supérieure d'administration, où il y a des gens pour la table, où il y avait bien sûr Jean sur les canards, et j'en ai connu des enseignants de l'époque. École nationale d'administration, bien noté d'ailleurs, mais il faut dire ça à la jeunesse, le changement est possible. À l'époque, avec Sékou Touré en 65, c'était un homme ouvert. Il aimait nous recevoir à 10, 20 ans. Et nous étions les premiers étudiants. Et c'est ce que je veux, vous étudiants, vous cadres, vous créateurs, vous penseurs, c'est ce que je veux que vous soyez. C'est-à-dire porter paisiblement la contradiction. Savoir ce qu'il faut dire, sans insulter. Élever le niveau du débat. On élevait le niveau du débat avec Sékou Touré. On lui a dit que la révolution commençait à déraper, qu'il y avait des arrestations inacceptables, que les innocents étaient emprisonnés, des innocents. À l'époque, je vous dis ça rapidement, puisque vous voulez en savoir pour que le changement ici soit efficace. Avec Sékou Touré, les Siaka Touré, le Ismaël Touré, vous tombez dessus. Mais cet étudiant, il se prend pour qui? Pourquoi il vient dire ça avec Sékou Touré? Et c'est court, qu'on l'aime ou pas, à un moment donné, il écoutait. Il dit, mais non, c'était l'étudiant, il était en Côte d'Ivoire, il est venu, il a vu qu'il y avait des rapaces, il dénonce. Ça, c'est la part de l'exception. Et puis les camarades, qui venaient entre-temps, parce qu'ils aimaient la Guinée. L'exemple guinéen, le nom à De Gaulle, qui a été dit avec courage et avec foi. Tout ça, ça a attiré les camarades, puisqu'il fallait se battre contre les Portugais.
Et Cabral lui-même en temps est devenu l'un de meilleurs. C'était un professeur, un éducateur, c'était un ingénieur agronome d'une modestie. Et ça, il faut beaucoup le modestie. Alors, je dis que la révolution devenait vraiment celle qui bouffait ses propres enfants. Aujourd'hui, j'envoie une pensée pieuse avec vous à des hommes comme Galloté. Nous leur envoyons une pensée pieuse. Nous leur envoyons une pensée pieuse à Keita Kodeba. C'était un créateur des ballets africains à l'époque. Ça avait fait rayonner la culture mondaine, la culture africaine. Il a été bouffé par la révolution parce qu'il s'est laissé surprendre. Et c'est pourquoi je vous dis, vous devez aujourd'hui, avec vous, tout à l'heure, participer activement, sans complexe, au changement dans ce pays avec Mamadou Doumbouya, sans attaquer, proposer, parce que votre avenir est en jeu. Et alors, que s'est-il passé? Entre-temps, Ahmed Sékou Touré même, et avant de mourir, en 82, il vient à Paris. Il vient à Paris, à l'hôtel Marigny, c'est un grand hôtel parisien, où les hôtes de marque sont reçus. Il fait une bonne conférence de presse. Alors qu'il avait attaqué Mitterrand, alors que Giscard avait promis qu'une fois élu ou réélu, il fera le tour en Guinée. Il avait fait le tour dans l'avion Concorde à l'époque. Certains de vous n'étaient pas nés. Mais si jamais il était réélu, il allait renforcer la coopération avec la France. Ça, c'était le programme Ahmed Sékou Touré Giscard d'Estaing. Et les Français ont choisi autrement. Tout ça, c'est le changement. Ils ont choisi contre Giscard d'Estaing François Mitterrand, qui lui-même, qui avait été insulté par Ahmed Sékou Touré, l'a bien reçu. On a dit à Mitterrand, mais quelqu'un qui vous a insulté pendant le machin électoral, vous le recevez comme ça en pompe. Il dit non, Ahmed Sékou Touré, il vaut mieux l'avoir avec toi que contre. Si vous le mettez sur la tour. Et c'est pourquoi il l'a reçu. Je viens. Il fait une très bonne conférence de presse. Madame Nadine Barry et moi, nous étions là. Et puis, de l'Afrique à l'époque. Et puis, les Philippe de Crène du monde. On est venus nombreux pour porter la contradiction avec Sékou Touré. Et il a été un grand pilote. En 82, je ne pouvais pas m'imaginer qu'en 84, Ahmed Sékou Touré allait rendre là. Je suis semblé en pleine force, éloquent, allant de machin et tout, ce qui importe. Et d'ailleurs, je lui ai dit que non, la Guinée, c'est pas quand même l'Allemagne. Il n'avait pas dit que la Guinée a été envahie par non, là, il allait très loin quand il a parlé de 5e monde, mais on lui a porté la contradiction. On lui a porté la contradiction avec courtoisie. Et c'est là d'ailleurs où il a dit, maintenant vous me narguez ici, on prend mon avion, on rentre. J'ai refusé naturellement, puisque je sais ce que je sais. Autrement dit, dans son approche, quand il a pris le pouvoir, c'était une grande espérance. Le général se disait paysan. Il a dit, moi je suis paysan, je deviens président, je vais essayer de faire de mon mieux. Et alors, la presse, la première des choses, c'est de bondir. Quand un président dit je suis modeste, je suis paysan, je fais ceci. On est venu voir, moi je suis venu pour le journal qui s'appelait Bingo. C'était un mensuel. On est venu voir le général en lui disant, bon, vous allez être certainement un bon président, mais il faut vous entourer de bons cadres. Et puis j'ai fait venir le docteur Sékou Kanté, paix à son âme, avec moi, pour voir le général dans son rencontre. J'ai dit, écoutez, puisque je suis de la presse, ce qu'il nous faut, c'est des cadres, c'est des bâtisseurs, c'est des inventeurs. Et le docteur Sékou Kanté, qui a fait ses preuves, peut aujourd'hui retaper, si vous voulez, les hôpitaux guinéens. Il y a Guinée Haut. Et le général, apparemment, était d'accord. Avec son frère, il s'appelait Fassile Touré, Jean Traoré, peu à leur âme d'ailleurs. Ils étaient là, tous autour, en disant, oui, tout va aller en lumière de monde. À ma grande surprise,
je fais le reportage pour Bingo, et le docteur Sédou Conté n'a pas été rappelé. Les cadres qui sont aux États-Unis, les cadres qui sont en France, les cadres qui sont en Allemagne, comme je l'avais conseillé, n'ont pas été rappelés, n'ont pas été invités. Comment vous pouvez créer des conditions de développement si vous ne vous entourez pas des cadres locaux créateurs et en même temps des cadres venus évidemment de l'étranger? Le général ne m'a pas écouté, il ne nous a pas écouté. Et j'ai compris tout de suite qu'on allait effectivement vers la catastrophe. Puisque le général même avait profité en me disant, mais toi tu es venu, tu as fait ton reportage, tu ne m'as même pas demandé un seul poste. Les généraux à l'époque, c'était Elisabeth Noir, sont venus, ils voulaient prendre les uns du ministère de l'Hygiène, les autres du ministère de la Défense, etc. Et toi, tu viens de me demander rien. J'ai dit non, le journaliste n'a pas besoin de poste pour pouvoir faire son boulot. Maintenant, si ça vient, ça vient. Bon, entre-temps, le général, effectivement, lui-même a été pris dans ce que j'appelle l'engrenage de la médiocrité. C'est ça la vérité. La plaie de la Guinée, c'est d'abord la médiocrité. La plaie de la Guinée, je suis guinéen comme vous, c'est la paresse. La plaie de la Guinée, c'est la mauvaise gouvernance. Et je l'ai dit, je n'ai jamais été ni ministre, ni ambassadeur, et je suis fier de ne l'avoir pas été. Si être ministre, c'était pour m'enrichir, fanfaronner dans de grosses voitures, pendant que dans les villages, les hommes et les femmes crèvent de misère, eh bien, ça ne m'intéresse pas d'être ambassadeur ou d'être ministre. C'est ça la plaie de la Guinée, et nous le dirons avec Mamadi Doumbouya. Arriva de Moussa Dadis Camara. Entre-temps, Jean-Marie Doré perd son âme, c'est Dadis qui m'a dit, je t'envoie un certain nombre de billets, tu viens avec France Télévision, tu viens avec Jeune Afrique, tu viens avec tous les journalistes que tu veux, on nous a logés à l'hôtel de Tibéra. Et on a été bien accueillis. Et alors, entre-temps, je vois un Dadis, jeune, fougueux. Oh là là, qui parlait et qui allait dans tous les sens. Ayons le courage de corriger gentiment les défauts de nos compatriotes. J'ai été le premier à dire, mon cher Dadis, vous n'êtes pas mûr pour gouverner en France le pays. Vous gouvernez un pays. Il faut savoir ce qu'il faut faire. Il faut savoir négocier avec les marchés internationaux. Il faut savoir lire les dossiers. Il faut savoir si c'est piégé ou pas. Dadis, vous allez faire comme du malin. Vous allez faire une transition courte, intelligente, efficace. Vous passez la main à quelqu'un qui aura été élu, et j'espère que ce sera comme ça avec Mamadi Doumbouya, qui aura été élu de manière démocratique. Je suis totalement opposé à l'esprit ethnique. Je le dis tout de suite. Hier, aujourd'hui, demain, je suis totalement opposé à la montée de l'esprit ethnique. Et je le dis si haut et fort, surtout dans mon propre pays. Vous avez vu le dégât au Rwanda, je ne vous apprends pas. Vous avez vu le dégât en Sierra Leone, je ne vous l'apprends pas. Vous avez vu les dégâts dans d'autres pays africains. Vous le savez mieux que moi, même en Côte d'Ivoire. Je suis totalement contre l'esprit ethnique. Avec Mamadi Doumbouya, je souhaite, je propose, je suggère que l'élection ou les élections feront lieu, que ce soit le peuple, la jeunesse, les femmes qui choisissent l'homme de valeur qu'il faut faire avancer, qui peut faire avancer le pays. C'est capital. La plaie de la Guinée, ce sont les trucages électoraux. Et ça, je suis totalement content que ce soit un docteur en droit qui anime ce débat, qui ouvre même ce débat. Un docteur en droit. La justice doit être indépendante. La justice ne doit pas être aux ordres. Dites-le haut et fort. Et c'est comme ça que nous allons faire la transition. Dadis ne m'a pas écouté. Toumba
a dit quand j'ai dit ça, oh, il est à Paris. Il vient ici, il veut que Dadis, évidemment, ne se présente pas. Eh bien, j'ai dit à Toumba, vous êtes un fidèle parmi les fidèles, mais vous êtes en train de conduire votre ami dans un mauvais chemin. Toumba, il est encore vivant, j'espère qu'il m'écoute. Ils ont conduit le petit Dadis dans un mauvais chemin. Et ça a payé très cher. Le pays a payé très cher. Et il faut éviter ça. Alors, maintenant, comme par enchantement, l'homme auquel je faisais confiance, je lui ai organisé des conférences de presse. J'en ai montré tout à l'heure à Minimono. Moi, j'ai fait des conférences de presse pour le professeur Alpha Condé. Non, vous pouvez témoigner. Le petit frère d'Alpha Condé, père son âme, nous sommes ici, dans la salle Marie Condé, qui est un garçon bien. Il a dit, je connais mon frère, avant la conférence de presse, comme nous le faisons, il faut absolument lui dire ce qu'il faut dire, comment il faut se tenir devant la presse. On lui a dit, écoute, Alpha Condé, la presse, on n'impressionne pas la presse, on n'intimide pas la presse. Ce jour-là, tu te tiens bien, tu argumentes, tu prouves que tu as quelque chose dans la tête et que tu as une vision politique pour l'activité. On a fait ça. Grâce à Dieu, Alpha Condé s'est bien tenu. Il savait qu'il n'était pas encore président et que la presse ne pardonnerait pas les dérapages. Il s'est bien tenu. La conférence de presse s'est très bien passée. Il m'a beaucoup remercié. Et comme il va vite en besogne, il dit, mais non, si je suis élu, tu seras mon ministre de la communication. Ah, monsieur le président, vous n'êtes pas déjà président, et je vais être ministre de la communication. Qu'à cela ne tienne. Il fait le bruit, le poussière. Ce sont ses amis. Les Albert aussi, ce sont ses amis. Il le soutient. Alpha Condé. À gauche et à droite. Et alors, c'est là où il faut dire la vérité. Les sources de financement d'Alpha Condé, c'est Sassou Nguesso. C'est Sassou Nguesso, longtemps, qui a donné des marchés juteux à Alpha Condé. Et quand Alpha Condé, que ce soit le sucre, le café et autres, a eu beaucoup d'argent, je crois qu'au départ, ça lui a un peu monté à la tête. Vous savez, l'homme qui a quelque chose dans la tête, même quand il a de l'argent, il ne le fait pas sentir. Il faut, vous, car si un jour vous avez de l'argent, restez modeste. Alpha Condé a pris la prospère. Et effectivement, je dis ça à Bosniak, vous êtes le président de Médecins sans frontières. Vous soutenez un monsieur, quand il fait une conférence, on ne sait même pas par rapport à ce qu'il dit. Eh oui, c'est ça la vérité. Il fut un moment quand vous écoutez Alpha Condé, vous dites, mais c'est même pas la peine s'il a fait l'école primaire. Et c'est la vérité. Il ne peut pas accepter un débat de fond. Un homme d'État. C'est d'abord le débat de fond avec la jeunesse, avec les femmes. C'est ça un homme d'État. C'est pourquoi j'ai ce nom. Je sais que partout, à Paris, je lui ai consacré des conférences à Paris, il a répondu à toutes les questions. C'est ça un homme d'État. Un homme d'État qui se cache derrière je ne sais quoi, c'est pas un homme d'État. Et en plus, à son âge, il est plus âgé que moi en plus. Il fait 10 bonnes années. Entre vous et moi, sans mentir. Est-ce que, à cet âge-là, c'est pas le moment de dire je passe la main à la jeunesse, honnêtement, entre vous et moi. Le professeur me le disait tout à l'heure. Nous, c'était le calcul mental, mais vous savez mieux que moi ce que c'est que les réseaux sociaux. Je trouve mieux que moi. C'est ça votre force. Donc, le professeur, au lieu de dire je passe la main à un jeune, par gourmandise, par manque de vision, devenu dictateur à son esprit. Oh, peut-être même en sachant ce qu'il faisait.
le professeur veut faire un troisième mandat. Alors là, je salue la jeunesse qui a dit non, on ne touche pas à ma constitution. Et j'envoie ici, avec vous, une solennelle, une pensée pieuse à tous ces jeunes gens qui ont été massacrés parce qu'ils s'opposaient au troisième mandat. Ici, il faut qu'ils sachent que nous leur en sommes reconnaissants, que nous leur restons fidèles et qu'avec le changement que nous initions avec Mamadou Doumbouya, ces jeunes auront un monument. Il faut un monument à leur mémoire en disant que ce sont les martyrs de la République qui se sont battus contre le troisième mandat et qui ont été massacrés pour ça. Et comme Dieu fait bien les choses, Alpha Condé, ce qu'il ne savait pas, c'est que dans son entourage, il y avait des gens qui ne partageaient pas du tout son point de vue. Eh oui, la mafia, les cartels de la drogue. En même temps, la mafia internationale politique. Quand j'ai vu que Sarkozy, qui a participé d'une façon ou d'une autre à l'assassinat de Kadhafi, vous voyez la catastrophe. Quand je vois que vers la fin du mandat, du deuxième mandat, Alpha Condé recevait ici pompeusement Sarkozy. Et de devenir un conseiller d'Alpha Condé. Alpha Condé recevait celui qui a assassiné en partie Kadhafi. Quel panafricanisme! Et en plus, jeunes gens, en plus universitaires, mais aussi en plus modestes étudiants. Quand un président ferme les frontières avec le Sénégal très longtemps, les frontières avec la Guinée-Bissau, les frontières avec la Sierra Leone, où est le panafricanisme dans tout ça? Il n'y en a pas. Ce sont des intérêts sordides, des intérêts mafieux que le président voulait continuer à exploiter. Et c'est pourquoi les États voisins étaient considérés comme des États presque ennemis. Or, si la transition réussit, nous allons présenter nos excuses aux Sénégalais, aux Bissau-Guinéens, aux Sierra-Léonais, et leur dire que le panafricanisme, ça a commencé par les Sékou Touré, par les Nkrumah, par les Cabral, et que par conséquent, notre pays a fait une faute en fermant nos frontières pour des raisons ici ou Y. Lorsque la transition réussira, nous établirons les meilleurs rapports avec les pays limitrophes. C'est ça le panafricanisme. C'est ça l'intégration régionale. Et alors, autour de lui, c'est le Daniel Diallo. Il ne peut pas aller présenter ses condoléances quand Soumaïla la société décède de journaliste, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Alors l'entourage d'Alpha Condé, ayant compris les de la part, s'est retourné contre Alpha Condé. On applaudit, applaudissez ceux qui ont renversé Alpha Condé, applaudissez-les. On les applaudit. Nous saluons ceux qui ont refusé qu'Alpha Condé fasse un troisième mandat. Nous saluons ceux qui l'ont renversé. Mais nous ne leur donnons pas un chèque en blanc. C'est là où vous devez en venir. Nous soutenons ici, par la voie de la presse, par les universitaires, par les penseurs, nous soutenons le changement, la transition, sans donner un chèque en blanc. Pas du tout. Nous aimerions rencontrer à tout moment le président Mamadou Doumbouya pour lui dire ce que nous disons maintenant et puis lui transmettre nos suggestions. Et oui, ce n'est pas une transition pour s'éterniser au pouvoir. Ça, pas question. Il est jeune, il est visionnaire, il a un bon parcours,
il doit faire une transition exemplaire, limitée, et que cela aboutisse à ce que j'appelle le renouveau guinéen. Il faut, c'est une suggestion, c'est une espérance, mais en même temps c'est une proposition forte. La transition, elle doit être limitée. La transition, elle doit être faite avec tout le peuple. J'ai dit qu'il faut un comité de suivi, un comité civil de suivi de la transition. Ce comité, c'est quoi? C'est des hommes et des femmes qui vont dire, pour le moment, ça tient la route. Tel ministre a été nommé, nous attendons que ce ministre soit créatif, que ce ministre soit rentable. Ne nommez pas des ministres qui s'endorment dans leur bureau. Pas du tout. Ça, c'est fini. Donc, il y a eu des nominations que nous approuvons. Est-ce que vous savez que j'ai été personnellement remettre l'invitation au secrétariat central du président Mamadou Doumbouya pour dire que nous aimerions qu'il soit représenté ici à cette conférence? Apparemment, je n'ai aucune réponse. Est-ce que vous savez, quand je suis arrivé, avant même que je n'arrive, l'Union internationale des journalistes africains a chargé une sympathique dame guinéenne en la personne de Mme Marie Touré, qui est venue remettre la demande d'audience. Parce que partout, l'audience est le fondement du commencement d'un véritable dialogue. On envoie la demande d'audience pour voir le président. Pour nous, quand l'Union européenne, les parlementaires européens me disent « va voir sur le terrain », est-ce que ça marche? Mais il est tout à fait normal qu'on envoie une demande d'audience pour voir le président. Et cette demande d'audience a été remise en personne de la main à la main à un certain, parce que le journaliste doit toujours dévoiler cette chose quand ça vaut la peine, à un certain M. Georges Souman, qui est à la présidence de la République, qui m'a reçu avec gentillesse, avec sourire, et qui m'a dit « Oh, doyen, tout se passera bien. Laissez-moi votre numéro de Conakry, on va vous appeler d'un moment à l'autre, vous allez voir le président, et vous allez rapporter ça à l'Union européenne, aux journalistes étrangers, quand vous serez à Paris et ailleurs. » Et moi, très content, je fais confiance à M. Souman. Sauf que ce silence radio de tout. Et oui, ça c'est la Guinée. Vous voyez la Guinée, parfois il est gentil, il vous fait des promesses magnifiques, et vous êtes content. Et puis il n'y a rien derrière. Je ne dis pas que je ne serai pas reçu par Mamadou Doumbouya. J'espère que je serai reçu. Mais je vous promets que ce que je dis là, c'est ce que je vais lui dire. Il faut que cette fois-ci, le ridicule de l'emporte. Il faut que cette fois-ci, la médiocrité cesse. Il faut que cette fois-ci, les hommes qui seront choisis soient représentatifs. Représentatifs. Qu'ils acceptent de rencontrer leurs concitoyens. Qu'ils acceptent de dialoguer. Et je voudrais que cette salle soit pleine, bon Dieu. Et c'est le moment de dialoguer. Ici, on n'a pas de couteau entre les dents. On se parle fraternellement pour faire avancer le pays. C'est ça le changement. Alors, si ce changement ne se réalisait pas, nous serons les premiers à en pâtir. Je salue les Maliens. Vous avez vu comment la CEDEAO, la communauté internationale, même Macron, ose parler de manière totalement dégradante de la junte militaire malienne. Je ne sais pas si vous écoutez souvent à la radio ou si vous voyez à la télévision ce qui se dit, mais Macron n'a pas été tendre avec la junte militaire. Honnêtement, je n'ai pas de leçon à donner à Macron, mais il y a quand même la précaution de langage, la diplomatie. On n'a pas à dire aux Maliens, ils ont fait des tas de coups d'État, c'est des machins, ils sont ceci, ils sont cela. Non, le Mali mérite mieux. Le Mali mérite mieux.
Et il faut qu'on respecte le Mali. Je voudrais que la transition malienne prouve qu'elle se fera, mais dans le bon sens. Mais ce qui est arrivé au Mali peut arriver à la Guinée. Je vous le dis tout de suite. Si Mamadou Doumbouya nous écoute, si ce comité suivi est écouté, est invité avec le docteur Mantava et Mimono, il faut les dire, écoutez, venez me voir, qu'est-ce que vous pensez d'abord des premières décisions? Et je suis très content, même ce matin sur la radio nationale, il y avait beaucoup de gens qui ont approuvé les premières décisions. Je suis content. Mais ce n'est pas suffisant. Ça n'a pas dit. Et je suis content aussi que la capitale Conakry cesse d'être une ville ouverte. Honnêtement, quand je vais dans une capitale africaine, je viens dans ma propre capitale, je vois tant de saleté. Quand tu prends la voiture, j'ai même des chaussures qui sont totalement salies par la boue. Mais c'est dans quel pays où nous vivons? 63 ans d'indépendance. Conakry n'a pas de militaire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais je vois que les militaires ont dit nous allons nettoyer Conakry. Il faut nettoyer Conakry. Il faut assainir Conakry. C'est le devoir le plus élémentaire. Il faut le faire. Déjà, dans le calendrier de la transition, tout cela est prévu. Alors, ce qu'il faut, quand vous verrez Mamadou Doumbouya, c'est de dire que l'erreur qui a été commise au Mali ne se répète en Guinée. Il faut négocier avec la CEDEAO sans se faire avoir. Il faut négocier avec la communauté internationale sans se faire avoir. Il faut négocier avec les institutions financières sans se faire avoir. Et je compte sur les... Regardez, je lui ai montré des documents sur la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale a des tas de problèmes. J'ai montré des documents. Aujourd'hui, la Guinée équatoriale doit s'entourer de bons cadres pour se tirer d'affaire. Je lui ai dit ça au docteur. Donc, vous avez un universitaire, un bâtisseur, très modeste, qui est à votre service. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, il y a d'autres Guinéens, les Fayaboumounous experts. Ils parlent très bien anglais d'ailleurs. Il y a un peu grossi. Donc, il m'a dit que c'était parce qu'il y avait beaucoup de soucis. Je dis non, ça peut être aussi des anges. Il a dit, quand on a beaucoup de soucis, on est dit comme nous autres, mais quand on grossit comme vous, moi, j'espère que, bon, il n'a rien à dire puisqu'il est là. Donc, mes chers amis, puisque vous aurez droit à la parole, vous poserez toutes les questions, puisque c'est ce que nous aussi on a fait à nos aînés. On a posé autant de questions. Mais j'ai demandé aux docteurs en droit de mentionner vos propositions et vos suggestions, parce qu'il faut que je parte avec là, en disant que le 3 novembre, avec tous ces jeunes cadres, ces femmes, et j'ai oublié de saluer les femmes. Où sont-elles? Nos mamans, nos sœurs, elles sont peut-être pas là, elles ne sont pas nombreuses, mais je les salue. Je les salue. Muriel Makeba, que nous avons connue, a été une battante, avec peu de moyens. Quand elle a quitté les États-Unis, elle est venue dans ce pays qu'elle a quitté. Elle a été bien reçue par Ahmed Sékou Touré. Et on lui a donné le passeport guinéen. Donc, nous comptons beaucoup sur nos mamans. Nous comptons beaucoup sur nos sœurs. Il faut qu'elles s'investissent elles-mêmes dans le processus du changement dans ce pays. Elles sont le choc de ce changement-là. Parce qu'elles ne doivent pas ignorer que quand leurs enfants, évidemment, meurent parce qu'ils ont été manifestés, elles sont les premières effectivement. Donc, je ne vais pas être très long. Lors de ces questions et débats, nous allons croiser le fer. Je pense qu'il faut que les hommes politiques autour de moi, puisque le docteur a pris la parole, puis mon cher monsieur, vous voulez prendre la parole, un peu bon. Allez-y, prenez le micro. Allez-y.
Bonsoir à tous. C'est M. Doré, président du parti MLD, Mouvement national pour le développement. Nous sommes heureux de participer à cette conférence en tant qu'homme politique, mais aussi fort d'une expérience que nous avons eue avec cette transition un peu partout dans le monde. En tant que fonctionnaire international, nous avons souvent été appelés à prendre position par rapport à ces événements, ces coups de force qui étaient très répandus sur notre continent. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Puisqu'il n'est pas question ici de rentrer dans la typologie ou essayer de comprendre ce que c'est une transition. Mais il y a une question que le conférencier a évoquée, c'était de savoir les conditions essentielles pour la réussite d'une transition, qui, a-t-il dit, ne dépend pas réellement de la mise en place d'une charte. L'autre élément qu'il a évoqué, c'est que très souvent on a tendance à calquer les schémas de transition et qu'il faille se référer aux conditions particulières du pays pour en arriver à une transition qui soit réussie. Je pense que c'est de très bons points parce qu'il faut retenir une chose, c'est que toute organisation est mue par un cadre. Il y a un cadre, je ne dis pas en tant que juriste, mais d'une transition doit être aussi cadrée à travers une charte. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas que la charte, elle est indispensable, mais elle permet de savoir qu'est-ce qui régit notre société pendant cette période que nous voulons transitoire ou très courte peut-être. Alors, cette charte, comme ça a été le cas déjà de la charte annoncée le mois passé, c'est ce mois, je pense le mois d'octobre, eh bien, vous verrez que ça n'a absolument rien de commun avec la charte de la transition au Soudan, par exemple, ou même au Mali à côté, où des questions sécuritaires étaient beaucoup plus prépondérantes. C'est pour vous dire qu'on peut effectivement avoir une charte qui reflète les réalités que nous vivons. Et il ne faut jamais oublier le mobile de notre entrée dans la transition. Ce n'est pas, comme beaucoup le disent, juste arriver à organiser des élections transparentes et crédibles. On doit aussi essayer de comprendre comment on est arrivé là. Le conférencier a bien dépeint les régimes successifs qui se sont succédés dans notre pays, et particulièrement le dernier régime, et pourquoi il était nécessaire que ce changement soit opéré à ce moment particulier de notre histoire. Il a fallu procéder à la façon du pantalon de Moriba. On a coupé, on est arrivé à 5 millions. De quelle façon sont-nous arrivés à 5 millions? On ne sait pas. Est-ce qu'il faut aller aux élections avec un tel fichier? Je crois qu'il faut qu'on se pose la question. Une autre question qu'il va se poser, le manque de confiance au sein de la classe politique guinéenne a fait que, à un moment donné, nous avons décidé de nous doter d'une commission électorale nationale indépendante. Nous avons fait le pari qu'en ayant une commission électorale nationale indépendante qui soit paritaire, donc l'opposition est là, la mouvance est là, ceci pourrait garantir une certaine neutralité. On a fait aussi le pari que quelqu'un qui représenterait la société civile pouvait être neutre. Mais dans la réalité, nous nous sommes plutôt rendus compte que les plus partisans à la CENI n'étaient pas les représentants des partis politiques. Nous avons fait aussi un pari erroné de dire, et ceci en partant d'une disposition constitutionnelle qui consacre la neutralité des agents de l'État, qu'on pouvait avoir un représentant de l'administration à la CENI et qui serait neutre. Je crois que l'un des représentants les plus partisans qu'on a connus de la CENI, même celle qui vient de quitter, provenait de l'administration du territoire. Est-ce que nous allons maintenir cette situation pour aller aux élections parce que la période transitoire doit finir en 6 mois ou 1 an? Voici autant de questions que nous devons nous poser. Nous avons une administration publique. Ceux qui en ont fait l'étude, dernièrement, je participais
à la dédicace d'un livre d'un de nos compatriotes, Gandova, qui a montré un peu les origines de la politisation à outrance, n'est-ce pas, de l'administration publique. Nous avons notre administration publique aujourd'hui, dans laquelle on peut dénombrer des dizaines de milliers de personnes considérées non postées, qui pourraient nous aider mieux à élucider tous les cas qu'on a enregistrés tout au long de l'histoire de notre pays, c'est de commencer par faire un recensement ou un répertoire exhaustif. Parce que quand j'écoute les compatriotes, on a l'impression que le mal a été fait seulement à quelques moments de notre histoire. Il faut, pour que tous les Guinéens se reconnaissent dans ce processus, procéder à un inventaire, un répertoire de l'ensemble des moments où un Guinéen a pleuré parce qu'un autre Guinéen a mal agi, n'est-ce pas, à son égard. Je crois qu'en se dotant d'une méthode comme celle-là, nous pouvons arriver effectivement à faire comprendre qu'une mort est égale à une mort, une vie est égale à une vie, et nous pouvons nous doter à la fin de ce processus de centres de mémoire, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie cela. Si on oublie cela, nous allons courir le risque de répéter les erreurs que nous avons commises. Je ne dis pas que tout cela va se faire durant cette période transitoire, mais mon souhait est que les jalons soient posés. Nous avons également la question de la moralisation de la vie publique. On a eu l'impression en 2008-2010, au moment où le CNDD est arrivé, que la façon dont les choses se déroulaient a fait que certains avaient commencé à avoir peur d'être rattrapés par leur passé. Il fallait mettre le pied sur l'accélérateur. Nous savons ce qui s'est passé et nous sommes là aujourd'hui. Il faut, et c'est en cela que la démarche qui est actuellement en train de se faire, nommer 2 ministres ou 3 par jour, après qu'on se soit intéressé, n'est-ce pas? Parce qu'il ne suffit pas de dire j'ai travaillé là-bas ou j'ai tel diplôme pour que cela se vérifie. Il faut aller en profondeur, chercher à savoir au-delà du CV qui est la personne à qui on peut confier une responsabilité importante dans notre pays. Comment c'est mettre en méthode. Ce que je peux dire, président du PG, c'est que c'est déjà vu. Toute transition est mobilisatrice. Il y a l'engouement. Le peuple sort dans la rue, les populations dans les stades. Mais il est important d'abord dire un postulat. Pourquoi les militaires font une émission dans la vie politique de notre pays? Les politologues ou les scientifiques ou les chercheurs, on dit toujours que c'est le manque d'alternance qui amène les militaires à pouvoir prendre les choses en main. Pour citer Joey Rawlings au Ghana, où au bon moment a fait un discours très important en prévenant les pays africains que sans alternance, les militaires viendront toujours au pouvoir pour mettre le compteur à zéro. Pour ma part, pour la part de la génération que je représente, je remercie le docteur Ousmane Kaba, avec qui j'ai fait mes militaires à l'urgence, qui m'a invité à ce débat. La bonne question, c'est de savoir quel est le contenu et les missions d'une transition. Je pense que c'est le contenu et les missions accomplies qui détermineront la durée de la transition. L'intelligence de cette prise de pouvoir m'a interpellé sur le mode opératoire un dimanche. Moi qui suis catholique, qui vais à l'église à la cathédrale, de ce jour-là, j'ai prié chez moi. Dieu est partout. Il est important de ne pas, d'abord, dans l'intérieur, de ne pas arrêter les activités minières qui regorgent l'essentiel de nos ressources. D'une manière générale, quand la Constitution est suspendue, les activités des partis politiques cessent. Aujourd'hui, nous sommes encore là, les activités des partis politiques continuent. Et ça, c'est peu d'intelligence. C'est pour dire que la liberté est consolidée. Donc,
Et je remercie le doyen qui a dit qu'on ne donnera pas d'échec en blanc, mais il ne faut pas que ce soit de la théorie, que ce soit des mots enfin. Ce que je souhaite sincèrement, c'est que le contenu de la transition et la mission qui va être confiée aux hommes et aux femmes qui seront choisis, pas seulement au gouvernement, mais dans le CNT, s'approprient de la philosophie du peuple guinéen, qui a tant souffert sur 26 ans de régime de Sékou Touré, 24 ans avec un espoir qui était né en 84, mais qui a duré 24 ans. Et avec Dadis Camara, ça a été une comète, un espoir avorté. Et nous sommes encore dans une transition. Ce que je souhaite pour ces jeunes militaires, que la Guinée s'en sorte. Je vous remercie. Mais ce qui est important, même en France, pour quitter la 4e République, pour la 5e République, il y a des gens qui avaient dit que ce n'était pas prévu. Vous pouvez taper sur Google, vous allez voir tout de suite. Il y a certains qui ont dit que ce n'était pas prévu, que c'est illégal, que c'est un coup d'État constitutionnel. Mais la plupart des juristes sont convenus de dire que l'exercice du droit souverain du peuple à disposer de lui l'emporte sur n'importe quel article de la Constitution. Pour terminer par rapport à la transition, moi je pense que le problème fondamental aujourd'hui à résoudre, c'est de savoir qu'est-ce qui a marché avec le professeur Alpha Condé. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, il y a eu un grand progrès. C'est la première fois que les militaires prennent du pouvoir, ils ne disent pas qu'on a trouvé la caisse vide. Et d'ailleurs, le gouverneur de la Banque centrale nous apprend que le Trésor public s'est désendetté face à la Banque centrale de plus de 1000 milliards, ce qui n'est pas rien. Qu'est-ce qui a marché? On renforce ça. Ce qui n'a pas marché, on cherche à savoir pourquoi. Moi, je pense fondamentalement aujourd'hui, pour être honnête, le fait de la démocratie et même de la moralisation de la gestion publique, c'est d'abord l'ethnocentrisme. Qu'on le veuille pas, cette réalité crève les yeux. Pour la simple raison, quand vous prenez... D'abord, moi, j'entrerai au colonel Mamadi Doumbouya pour tout le reste de ma vie s'il brusquait ces élections. Parce qu'on ne doit pas brusquer cette élection. Il faudrait nettoyer convenablement. Moi qui vous parle, par exemple, j'ai bien envie d'être candidat aux élections présidentielles qui vont arriver. Et je pense bien que j'ai les aptitudes nécessaires pour mener ce pays vers le succès. Mais je ne veux pas rencontrer quelqu'un, par exemple, qui a pillé ce pays. C'est pourquoi, fondamentalement, nécessairement, obligatoirement, il faut des audits pour essayer de permettre à qui doit aller à ces élections ou pas. Je pense que ça, c'est fondamental. Si le CNRD ne font pas cela, je pense que Moïkaba, d'autres Guinéens comme moi, en voudront au CNRD pour tout le reste de leur vie. Parce qu'il ne s'agit pas de faire un coup d'État, parce qu'il faut faire lève-toi, je vais m'asseoir. Ou bien on va enlever Alpha Condé pour mettre quelqu'un rapidement. Non, il faudrait qu'on ait de la patience. Il faudrait fondamentalement que le CNRD puisse prendre le temps pour faire des audits, fondamentalement des audits, pour que les organes permettent aux candidats, c'est-à-dire débarrasser de tous les proches, compétir pour que les Guinéens puissent choisir le candidat de leur volonté. Et je crois que tous les jeunes qui sont ici, le message que j'ai à dire, c'est une occasion à jamais pour nous. C'est l'occasion pour nous d'apporter notre soutien au CNRD, parce que j'ai l'habitude souvent de le dire dans nos interventions, que s'ils gagnent, la Guinée pourra gagner. Mais s'ils perdent, la Guinée sera perdue à jamais. Donc, je ne veux pas durer. Je crois que j'ai pris un petit temps pour dire ce que je pensais. Je vais aller tout de suite à une interview à demain. Je ne vais pas être très long, donc je crois que l'opportunité va se présenter une prochaine fois pour qu'on puisse discuter très prochainement. Mais je crois que je remercie déjà tous ceux qui ont pris l'initiative d'organiser cette conférence. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi notre cher pays que nous avons en commun et en partage. C'est immensement riche, mais je pense que s'il y a des hommes et des femmes capables aujourd'hui d'acheter le succès, on leur donne les mallettes de ce pays. La Guinée n'est pas un pays qui a besoin d'être extérieur. Chacun sait ce qu'il a dit, et c'est ça qui est le fondamental. Mais nous sommes là à un certain niveau de réflexion. Nous devons être en mesure de dire les choses correctement, avec sincérité. Et se faire en harmonie avec nous-mêmes.
On ne peut pas bâtir un agenda national si les agendas cachés nous tiennent à cœur plus que l'agenda national. Il faut qu'on fasse un choix. Le choix il est difficile, mais il est important de le faire. Alors, nous estimons que le débat sur la durée, c'est important. Comme vous dites, Dr Makatala l'a dit, il n'y a pas de mysticisme en matière de transition, mais il ne faut pas faire l'économie du débat. Il faut éviter la pensée unique. Mais moi, je pense que pour le cas guinéen, quels que soient les choix qu'on fera pendant cette transition, quelle que soit sa durée, quels que soient les actes qu'on posera, l'enjeu majeur reste la fondation d'une Guinée. Une Guinée débarrassée des considérations ethniques et régionalistes. Ceci passe par quoi? Il faut construire notre démocratie. Ce n'est que s'accorder sur les bases essentielles. Mais les bases là, d'ici la fin de la transition, on doit pouvoir se résoudre clairement qu'on a posé les bases d'une démocratie stable où les règles d'intangibilité constitutionnelle et d'alternance au pouvoir sont respectées. Si on est capable de réussir ça seulement pendant cette transition, on aura contribué à construire une Guinée stable et une Guinée apaisée. Je vous remercie. Je crois que nous devons chercher le meilleur pour notre pays. Et chercher le meilleur pour le pays, c'est aimer le pays. Les personnes censées gérer ce pays qui ont eu la chance d'avoir les postes de responsabilité doivent être sincères avec leur nation. Monsieur le modérateur a eu la lumineuse idée, n'est-ce pas, de mettre l'accent sur le fait que les transitions précédentes ont connu l'absence, n'est-ce pas, de charte, mais par contre la première transition, elle, est balisée par la charte. Donc à mon avis, c'est un actif qu'il faut souligner. Disons, c'est un actif qu'il faut mettre à l'actif de la nouvelle équipe de la transition, des nouvelles autorités. Raison pour laquelle je me suis amusé à parcourir, n'est-ce pas, quelques dispositions de cette charte, notamment l'article 2. Donc l'alinéa 2 me paraît suffisamment important et assez significatif. Alors, oui, il est question de parler de la refondation de l'État et bâtir, n'est-ce pas, des institutions fortes, crédibles, légitimes, afin d'aboutir à la mise en œuvre de l'État de droit. Le citoyen oblige aux citoyens, n'est-ce pas, le plus haut responsable de l'État. Je vous remercie. Bien. Bon, s'il vous plaît. Oui, on va essayer de clôturer. Mais avant de donner le dernier mot appartiendra au conférencier, mais je voulais juste ajouter une minute. Le problème que nous avons connu par rapport à la notion de l'État, c'est que ça n'existe pas dans le langue. Mansa, Landor, Mengue, ça n'a aucun sens par rapport à l'État, parce que c'est la personne. Et nous avons fonctionné de l'indépendance à nos jours. L'État est confondu au détenteur du pouvoir. Mais ce n'est pas la transition qui pourrait se donner la mission de régler cette question. Elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Ça fait 63 ans, nous n'avons pas compris ce que c'est l'État. Moi, j'ai fait des enquêtes là-dessus. L'ancien Côte a clairement dit à plusieurs occasions, l'État c'est moi, la souveraineté c'est moi. Les autres ne l'ont pas dit, mais ils l'ont fait exactement. Ils ont appliqué ce que l'ancien a dit. Je vous remercie, je passe la parole au conférencier. Bien, donc moi j'avais une question, c'était pour le Dr Doré, mais c'est bon. Moi, ma question est très simple aussi. Est-ce que toutes les bases dont vous parlez sur le conférencier, c'est possible de mettre cette base? Est-ce que cette transition ne va pas se pérenniser? On tente de faire une pérennisation de la transition. Bonne question. C'est ma question. Très bonne question. Il faut que la transition soit à la limite la plus courte possible. On ne veut pas une transition de 5 ans, puisque nous savons ce que cela veut dire. Le militaire, en 5 ans, il arrive, mais on ne sait jamais quand il part. Donc,
2 ans, c'est suffisant. 2 ans. Et ça, il faut absolument que ceux qui sont avec Mamadou Doumbouya lui disent pour vous de 12 ans. 2 ans, il doit pouvoir rendre le tablier à quelqu'un qui aura été démocratiquement. Maintenant, c'est à lui de prouver que 2 ans suffisent ou ne suffisent pas. Nous attendons sa réponse, mais nous ne disons pas plus de 2 ans. C'est ce que nous proposons, c'est ce que nous suggérons. Maintenant, je salue le recteur. C'est ça la rigueur. Le recteur de l'université de Kofi Annan, de bout en bout, même s'il n'a pas pris la parole, sait ce que c'est que la rigueur. Il est resté jusqu'ici. Or, la Guinée, les Guinéens ne sont pas persévérants. Ils ne sont pas... Regardez à mon âge, je viens de Bamako, on fait des débats. Je vais à l'Union européenne, on fait des débats. C'est parce que j'aime mon continent et particulièrement mon pays. Et regardez, une conférence avec toutes les possibilités, la salle n'est pas remplie. La jeunesse n'est pas là. Les cadres qui devraient élever le niveau du débat ne sont pas là. C'est ça la Guinée. Donc, la transition, oui, mais avec des hommes et des femmes qui travaillent. Il faut absolument exiger le travail. Mais dans notre pays, c'est bien dit travail, justice, solidarité. Et on ne travaille pas. On fait une conférence de presse, ils s'en vont avant même la fin de la conférence de presse. Alors qu'ils sont là pour proposer des choses qui soient meilleures pour le pays. Donc, je remercie ceux qui ont eu le courage, tel que le professeur, tel que le recteur, tel que vous autres qui êtes là. Vous, les persévérants, vous qui dites, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, nous serons partout où la Guinée, effectivement, doit partir de là-bas. Je vous remercie d'être restés jusqu'au bout. C'est vous, finalement, le vrai Guinéen. Le vrai Guinéen doit être travailleur. Le vrai Guinéen, jusqu'à la mort, doit aimer son pays. La corruption abat, comme dirait quelqu'un. Il faut mettre fin à la corruption. Comment des ministres qui se servent au lieu de servir le pays? On en connaît. Depuis dans son rencontre, ils se sont enrichis des maisons. Ils ont déposé des comptes à l'étranger. Et les mêmes sont là. Et on me dit qu'Alpha Condé, lui-même, sans aller effectivement chercher dans les poubelles, même sa propre épouse, semble être compromis dans des histoires de drogue. Eh bien, vous trouvez ça normal? L'épouse du président, avec beaucoup de précautions, je le dis, serait compromis dans des histoires de drogue. Et vous ne trouvez pas ça grave? Jusqu'à ce que la première dame quitte la Guinée pour aller en France. Et vous, vous croyez que c'est ça l'état de droit? Le professeur lui-même, arrogant, Alpha était devenu arrogant. Alpha tenait des propos, même parfois injurieux contre les Maléqués. Il a fait. C'est ça un président? Un président qui voit. Ça c'est vrai. Il voit le président, mais ça, c'est pas un défaut. Ce que je lui reproche, c'est au bout de 10 ans, à part quelques hôtels, à part quelques bars, ça et là, à part, je dirais même parfois quelques mamayas, c'est le fait de n'être pas venu avec une vision. Il n'est pas venu avec des projets. Le mont Simandou, vous savez que le milliardaire qui foutait la merde et qui voulait mettre la main sur le mont Simandou, à la limite, il a mis fin au dossier avec l'aide de Sarkozy, avec l'aide de Tony Blair. Et vous trouvez ça être un homme d'État quand on aime son pays? Non. Alpha a tué des enfants. Je ne mens pas, je n'invente pas. De jeunes qui avaient à peine 20 ans, il les a fait éliminer, il les a fait tuer. Alpha doit répondre de ses crimes. Je le dis haut et fort, Alpha doit répondre de ses crimes et il doit restituer, lui et ses ministres. Je le dis haut et fort, parce qu'ils ne sont pas plus guinéens que moi et je ne suis pas plus guinéen qu'eux. Il faut qu'ils restituent tout ce qu'ils ont volé durant les 10 ans. Et c'est ça aussi, la fin de l'impunité. Si jamais Mamadi Doumbouya leur permettait de partir avec tout ce qu'ils ont volé, alors Mamadi Doumbouya aura lui-même des comptes à nous rendre. Vous voyez qu'on ne lui donne pas du chèque en blanc. L'impunité, c'est terminé. Le changement, c'est ça. La transition, c'est ça. Je vous remercie infiniment
vous, patriotes qui êtes restés jusqu'au bout, je suis prêt à recommencer le débat si vous le désirez. Une fois de plus, merci et vive la Guinée du futur. Merci, M. le Conseiller. Donc, c'est la fin de cette rencontre. Nous vous remercions. La prochaine fois sera la meilleure. Merci, Maître Matos.